Donc voilà, on va continuer le cours sur les catégories. On s'était arrêté la dernière fois sur les produits tensoriels. J'avais construit le produit tensoriel de deux anneaux. Et tiens, je vais parler de K-algèbre. Pour commencer. K-algèbre. En fait, la définition d'une K-algèbre, c'est eh bien, simplement un anneau A plus une structure de K espace vectoriel. Et en fait, automatiquement, le fait qu'on ait une structure de K espace vectoriel, ça donne un morphisme de K dans A. On obtient donc, je ne sais pas comment on pourrait faire, proposition, soit A, une K-algèbre non nulle. Les anneaux sont commutatifs. Je vais ici prendre une K-algèbre non nulle. Alors K s'injecte dans A. Alors j'espère que c'est juste ce que je raconte. K s'injecte dans A. Ça veut dire K s'injecte dans A. K s'injecte dans A. Autrement dit, il existe phi de K dans A injectif. Voilà. Alors je crois que j'ai quand même un petit lemme. C'est que si j'ai un morphisme de K dans A et A non nul, ça implique que phi est injectif. Donc, on sait bien qu'un morphisme de corps est injectif, mais si je dis pas de bêtises, c'est tout à fait possible que je dise des bêtises, on va voir si c'est juste. Si je dis pas de bêtises, dès que j'ai un morphisme d'un corps dans un anneau non nul, ce morphisme injectif, eh bien, on a phi. Ah, est-ce que c'est juste ça? Bon, on va calculer ker phi. Hein. Si, ça marche. Soit x appartenant à ker phi, qui est inclus dans K. Je n'ai pas mis ici, mais K est un corps. Si X est non nul, alors on a phi de X fois 1 sur X, qui est égal à phi de 1, qui est égal à 1A, qui est différent de 0A, absurde. Donc, X égale 0, ker phi égale 0, phi est injectif. La seule exception, c'est je peux avoir un morphisme non injectif d'un corps sur l'anneau nul. Mais un morphisme de corps est toujours injectif. Un morphisme d'un corps vers un anneau, c'est toujours une injection qui permet de voir K comme un sous-anneau ou un sous-corps de l'algèbre A. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est finalement construire un morphisme. Démo de la proposition. Il nous reste donc à construire une flèche de K vers A. De K vers A. Et de quoi dispose-t-on? On dispose d'une structure, je vais regarder l'heure qu'il est, il est à peu près. On dispose d'une structure de K espace vectoriel, d'une structure de K espace vectoriel sur A. Si je me réfère à la définition, on va dire une des définitions possibles d'une K-algèbre, c'est
Voilà, je ne l'écris pas, hein, c'est un anneau A, donc ça veut dire un ensemble muni d'une loi machin, etc., plus une loi externe, et on a plein de compatibilités entre la multiplication et la scalarisation. Dispose de tous les exponentiels. Et donc on définit phi de k vers a qui a petit x, avec qui a petit lambda associe. Lambda, ben je vais scalariser lambda, je vais scalariser le 1 de a par lambda. Et ça, il faut juste vérifier que c'est un morphisme d'anneau. Et ça fait partie, en fait, gratuitement des axiomes de la structure de K-algèbre. On a bien phi de lambda 1 plus lambda 2 qui est égal à lambda 1 plus lambda 2 scalaire 1A. Donc ça, c'est juste la structure de K-espace vectoriel qui me dit que la scalarisation est linéaire. Donc c'est bien égal à lambda 1 scalaire 1A plus lambda 2 scalaire 1A. Ça vient juste de l'axiome de K-espace vectoriel. Ça, c'est car A est un K-espace vectoriel. Et ensuite, la multiplication phi de lambda 1, lambda 2, donc c'est égal par définition à lambda 1, lambda 2 scalaire 1A. Et ça, c'est dans les axiomes de K-algèbre, on a une compatibilité entre la multiplication dans K et la multiplication dans A. Et cette multiplication, c'est en fait, je crois, hein, je crois, c'est que je n'ai pas vérifié, mais si ce n'est pas le cas, ça serait très étonnant. Axiome des K-algèbres, c'est que si j'ai alors lambda mu que je alors non, c'est même pas l'axiome des K-algèbres. Lambda mu scalaire x, c'est égal à lambda scalaire mu x scalaire mu scalaire x. Ça, c'est les axiomes des K espaces vectoriels. Donc, je me trompe. Des axiomes des K espaces vectoriels. Et ensuite, ici, j'ai ça. Et je veux montrer que c'est égal à lambda 1 . Ensuite, on a un autre axiome. C'est là, à mon avis, qu'on va avoir un axiome des K-algèbres. C'est que quand je fais lambda scalaire x fois y, c'est égal à lambda scalaire x fois y, et c'est aussi égal à x fois lambda scalaire y. Voilà. Et donc, si je fais lambda scalaire 1a fois, je les ai appelés lambda, lambda 2. Si je fais lambda 1 scalaire 1a fois lambda 2 scalaire 1a, le lambda, je peux le sortir de ma scalarisation. Je peux le sortir ici pour le mettre devant. Donc, c'est égal à lambda 2 scalaire lambda 1 scalaire 1a fois 1a. Et donc, ça me fait lambda 2 scalaire lambda 1 scalaire 1a. Et ensuite, comment je pourrais m'en sortir? Ensuite, axiome des espaces vectoriels. Ça, d'après les axiomes des espaces vectoriels, c'est égal à lambda 2 fois lambda 1 scalaire 1. Et donc, c'est bien égal à phi de lambda 1, lambda 2, puisque le produit est commutatif dans K. Donc,
preuve qui n'est pas hyper directe, mais je suis parti finalement du produit que je voulais obtenir. Et j'ai utilisé l'axiome des K-algèbres, que la scalarisation, je peux la sortir ici. Et ensuite, ici, comme c'est multiplié par 1A, ça peut disparaître et on retrouve tout ce qu'on fait. Donc, voilà. Ensuite, on doit vérifier phi de 0 égale 0. Ça, c'est OK. Ça vient de l'axiome des espaces vectoriels. Ça ne vient même pas des axiomes, c'est que ça fait partie des propriétés. Phi de 0k, c'est égal à 0k scalaire 1a. Et la scalarisation dans un espace vectoriel, 0, le scalaire 0 fois n'importe quel vecteur, ça fait toujours 0. 0a. Et il nous reste un dernier truc à démontrer. Ça, c'est exo espace vectoriel. Je donne à mes élèves. Ce que je fais avec mes élèves. Je leur montre ça. Et enfin, pour terminer, phi de 1k, bah, c'est égal à 1k scalaire 1a. Et là, il y a un axiome dans les cas algèbres, c'est que 1a, non, c'est axiome des espaces vectoriels. Axiome des espaces vectoriels. 1a scalaire x, ça fait toujours x. Axiome des cas espaces vectoriels. Quand je fais 1 scalaire x, c'est égal à x. Et donc, on a tous les axiomes. La scalarisation, donc bien morphisme. Voilà, donc je vais faire un petit bilan. Voilà, ce morphisme, cette application-là, définit bien un morphisme de K vers A. Autrement dit, si j'ai un K espace vectoriel, si j'ai une K algèbre, j'ai en particulier un morphisme de K vers A. En fait, la réciproque est vraie. On va regarder ça réciproquement. Réciproquement, soit A un anneau, et soit phi de K vers A un morphisme d'anneau. Alors, A peut être muni d'une structure de K-algèbre. Structure de K-algèbre. Tel que, etc. Alors, tel que, etc., c'est tel que le morphisme phi qui soit ici redonne exactement le morphisme qu'on suit auparavant. Et comment on fait ça? Il faut juste qu'on définisse une scalarisation des mots. Eh bien, si lambda appartient à K et si petit x appartient à A, on pose lambda scalaire x. Eh bien, tout simplement, mon morphisme phi, typiquement, je le vois comme une inclusion de petit k dans grand A, c'est-à-dire une identification de mes scalaires, je les vois comme des éléments. Je peux les voir, ils sont dans A en fait, et donc lambda scalaire x, je vais juste poser que par définition, c'est égal à phi de lambda fois x. Ça marche. Okay, je ne vais pas faire les vérifications. Ça marche. Et donc, bilan, c'est que on va donner une nouvelle définition. Une K-algèbre, donc soit K un anneau. Donc, ça marche aussi si K est un corps, mais je me dis, allez, on va définir ce que c'est qu'une K-algèbre avec K un anneau. Dans cette situation-là, il n'est pas rare que les mathématiciens qui bossent dans ce domaine-là appellent l'anneau petit k, parce qu'on est très inspiré par la situation où on se place au-dessus d'un corps, et comme la base est souvent un corps, on l'appelle encore petit k, même si k est un anneau.
soit K est un anneau. Mais finalement, je ne vais pas le faire. Je me dis ça. Peut-être ça amène trop de confusion, donc je vais appeler soit A un anneau. Soit A un anneau. Une A-algèbre, qu'est-ce que c'est qu'une A-algèbre? Une A-algèbre est simplement un couple. Allez, on va dire que c'est un couple. Un couple A, alors je ne peux plus l'appeler A, je vais l'appeler B, est un couple B-phi où B est un anneau et phi de grand A dans grand B est un morphisme. C'est ça, en fait, vraiment, une algèbre, une K-algèbre. Et donc, conséquence de tout ça, alors c'est quelque chose qu'on avait vu il y a assez longtemps. Alors, rappel, on avait étudié il y a plusieurs cours la catégorie relative. Top au-dessus de S, une base. Souvenez-vous, c'est ce qu'on appelle la catégorie des fibrés. La catégorie des fibrés au-dessus de S. Et on était typiquement sur X vers S. Eh bien, en fait, c'est quelque chose que je ne sais pas vraiment expliquer, mais bon, c'est clairement une catégorie topologique. Hein. Et en fait, quand on va dans un sens pour les objets topologiques et qu'on veut regarder des choses analogues avec des objets algébriques, on fait aller souvent les flèches dans l'autre sens. Et donc ici, si je fixe A un anneau, je peux regarder la catégorie des anneaux relative, mais de l'autre côté, à A. Donc c'est quelque chose que j'avais défini en général. J'avais défini en général, petit rappel, la catégorie relative à droite, on va dire, par rapport à X, où X est un objet de C fixé, c'est finalement les X0, c'est les objets, c'est les flèches, les objets X munis d'une flèche vers X0. Et si je regardais la catégorie relative de l'autre côté, les objets, c'est le contraire. C'est les objets X munis d'une flèche vers grand X0. Depuis X grand X0. On a deux notions comme ça. Deux notions de catégorie relative. Et donc, qu'est-ce que c'est que la catégorie des anneaux relative à gauche par rapport à A? C'est simplement les algèbres. C'est égal, j'ai un anneau A et j'ai une flèche de A vers B. Et donc, on retrouve exactement la catégorie des algèbres. Donc, dorénavant, je verrai toujours que les K-algèbres, c'est la même chose que les anneaux, que la catégorie des anneaux localisés, relative à gauche par rapport à K. Et pour moi, c'est exactement la même chose que les anneaux munis d'une flèche de K vers A. Et Colas, les A-algèbres par rapport au A-module? Les A-algèbres par rapport au A-module, bien en fait, c'est la même différence qu'entre une K-algèbre et un K-espace vectoriel. Donc, voilà. Ok, c'est bien ce que j'espérais. Voilà. K-espace vectoriel, c'est en fait
K-algèbre, c'est anneau plus K-espace vectoriel. A-algèbre, c'est pareil, c'est anneau plus structure de A-module. Donc, si j'ai une. Donc, c'est quand même ça mérite d'être dit, d'être écrit, ouais. Remarque, c'est que si grand B est une A-algèbre, bien, en particulier, grand B est un A-module. C'est la première fois que je fais cet abus d'écriture. Ici, au lieu d'écrire appartient à l'objet de la catégorie, j'ai mis directement B appartient à la catégorie. C'est un abus d'écriture qu'on peut largement faire pour dire, allez vite, soit un anneau, je mets A appartient à la catégorie des anneaux. Voilà. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce qu'on avait beaucoup décortiqué cette catégorie des espaces vectoriels au-dessus d'une base donnée. On avait retrouvé un truc intéressant, la catégorie des fibrés. Et là, on voit que sur les anneaux, on peut aussi très, très simplement comprendre ce que c'est que la catégorie relative. C'est un objet extrêmement simple. La catégorie relative des anneaux au-dessus d'un corps, c'est les K-algèbres. Et maintenant, on va faire le lien avec les objets initiaux ou finaux. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Alors, si donc, je prends C une catégorie et je prends X ini, un objet initial. Je suppose qu'elle admet un objet initial. Hein, je me souviens plus si on avait vu ou pas des catégories. On avait peut-être vu des catégories qui n'avaient pas d'objets initiaux. Ça existe. Alors, finalement, pour tout X objet de C, je sais qu'il existe un unique morphisme de X initial vers X. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, alors je ne vais pas le démontrer, mais vous allez pouvoir sûrement comprendre l'idée, c'est que du coup, la catégorie C que je relativise, si je relativise C par rapport à mon objet initial, ben ça va juste me redonner C. Puisque se donner un objet, c'est pareil que se donner... Si je me donne un objet, j'ai toujours un morphisme de l'objet initial vers mon objet, et ce morphisme est unique. Donc, ça ne rajoute aucune structure. Donc, la catégorie C localisée par l'objet initial est isomorphe à la catégorie C. Et ça, c'est le premier corollaire. Et de même, évidemment, si X Fn est un objet final dans C, alors, quand je localise C par rapport à mon objet final, à droite, ça ne me donne rien d'autre que C. Ça ne change pas la catégorie. Voilà. Et donc, une petite conclusion de tout ça. Conclusion de tout ça, c'est que l'objet initial des anneaux, c'était le plus intéressant. Souvenez-vous, pour les espaces vectoriels, c'était l'ensemble vide. Pardon, ouais. Pour les ensembles, c'était l'ensemble vide. Pour les groupes, c'était le groupe neutre, le groupe nul. Mais pour les anneaux, c'était Z. Et bien finalement, on n'obtient que... Qu'est-ce que c'est qu'une Z-algèbre? Ce n'est rien d'autre qu'un anneau. C'est pareil. Une Z-algèbre ou un anneau, c'est la même chose. Voilà. Donc, j'avais juste envie de parler de ça pour faire le pendant de toute l'étude topologique qu'on avait faite sur les espaces fibrés au-dessus d'une base. Et j'avais toujours, quand j'ai fait ce développement-là, j'avais toujours en tête à un moment donné, il faudra que je vous montre un pendant algébrique, un exemple d'autres catégories relatives algébriques. Et là, on voit que c'est un objet qui est riche aussi, qui est aussi intéressant. Donc, voilà quelques petits compléments sur, en fait, on voit le lien maintenant avec objet final, objet initial,
Hein. De même, alors c'est quelque chose qui est moins intéressant, mais de même, si je localise la catégorie des espaces topologiques par rapport à un point, qui est l'objet final, eh bien, ça me donne la catégorie des espaces topologiques. Un espace fibré au-dessus d'un seul point, c'est juste un espace topologique. Voilà. Alors maintenant, je vais parler de coproduits dans la catégorie des groupes. Coproduits dans la catégorie de groupes. Donc, je ne perds pas de vue qu'on a fait les espaces, les produits tensoriels la dernière fois et qu'on fera des calculs. On pourra peut-être commencer à faire aujourd'hui des calculs de produits tensoriels d'anneaux. Mais on va faire un petit détour par la catégorie des groupes. Et donc, l'idée, c'est je prends G et G' de groupes. Qu'est-ce que c'est que le coproduit? Qu'est-ce que coproduit de G et G'? Bon, le produit de deux groupes, on a déjà vu ce que c'était, c'est le produit classique. Et maintenant, le coproduit. Alors ici, on va pouvoir s'inspirer de ce qu'on a vu avec les espaces, avec les anneaux, avec les produits tensoriels, puisqu'on a vu que pour construire finalement le produit tensoriel de deux anneaux, il y a un peu cette idée quand même de, avec les ensembles, on a vu que c'était l'union disjointe. C'est-à-dire que je vais être capable de mettre mes deux ensembles dans un même ensemble. Alors, vous pourriez me dire, mais quand je fais le produit de deux ensembles, E croix F, d'une certaine façon, E est aussi un sous-ensemble de E croix F. Et F est aussi un sous-ensemble de E croix F. Oui, mais de façon non unique. Parce que pour pouvoir identifier E à une partie de E croix F, j'ai besoin de choisir une deuxième coordonnée. Un petit F0 appartenant à grand F, qui va me dire que grand E, c'est isomorphe à l'ensemble des couples petit x F0 ou x parcours E. Et pareil pour F. Donc mon choix n'est pas canonique. Alors que quand j'écris l'union disjointe de deux ensembles, E est naturellement là-dedans, de façon sans choix possible, et F aussi. Alors, pour le groupe produit, G est un sous-groupe. G est un sous-groupe du groupe produit, parce que là, la deuxième coordonnée, j'ai un choix canonique, petit e, et pareil pour G'. Colas, tu mets à jour ton écran là, parce que pour moi c'est gelé depuis tout à l'heure. Ah, mais j'écris plus. C'est pour ça. J'écrivais plus là. J'écrivais plus. Hein. Alors, on va regarder, tiens. Est-ce que G croix G' est un coproduit de G et G'? Donc, il me faut, j'ai besoin d'un morphisme I de G dans G croix G'. Là, l'idée, c'est vraiment, hein, on va dans le sens inverse. Alors, c'est pour ça que, enfin, moi, c'est comme ça que je m'en souviens. Le produit, j'ai toujours les projections. Si j'ai E croix F, j'ai la projection de E croix F vers E. Clac. Donc, je projette. Donc, le coproduit, c'est l'inverse. Je m'inclus en quelque sorte. Donc, j'ai besoin d'un morphisme de G vers G croix G'. Et ça, c'est OK. Enfin, je pense. C'est OK. On prend I, G croix G',
qui à petit x associe x virgule E. E' si on veut. Le neutre de G'. C'est bien un morphisme. Et de même, j'ai un morphisme. De même, j'ai un morphisme J de G' vers G croix G', qui a petit x aussi, ou petit y, associe E virgule Y. Et donc la question, c'est, étant donné, alors je ne sais plus comment j'avais dessiné mon diagramme. Alors pour le produit, je me souviens bien comment je l'avais dessiné, et pour le coproduit, finalement, donc j'ai G, comment je vais pouvoir écrire? J'ai G qui s'inclut. On va faire ça comme ça. Donc, j'ai G qui s'inclut. C'est une injection. Hein. G qui s'inclut dans G croix G'. J'ai G' qui s'inclut dans G croix G'. Et ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que j'ai un morphisme, entre guillemets, oups, c'est pas ce que je vais faire. À chaque fois que j'ai un morphisme de G vers H et de G' vers H, je veux que ça se factorise de façon unique par G croix G'. Ça veut dire que G croix G' est un coproduit. Alors, ce que je veux montrer, c'est que ça ne marche pas. Je vais rompre le suspense dès maintenant. Je veux montrer que ça ne marche pas. Alors, ce morphisme-là, je vais l'appeler phi. Et ce morphisme-là, je vais l'appeler psi. Je vais prendre un objet quelconque de G croix G'. Et donc, je veux quoi? Je veux que phi de x, ça soit égal à ce morphisme de factorisation, là, je vais l'appeler θ. Je veux que, si je prends un x ici, je l'envoie là, ça fait phi de x. Je veux que ça soit égal à, d'abord, je fais i, puis θ, c'est-à-dire égal à θ de xe. Et je veux également que psi de y, ça soit égal à θ de, alors là j'avais mis un prime tout à l'heure, on va le remettre, à θ de e virgule y. Et donc finalement j'obtiens ce que je veux. Donc θ est entièrement déterminé puisque je connais θ sur x' et θ sur y. Donc j'obtiens que θ de mon couple xy est égal à quoi? Est égal à est égal à quoi? Est égal à... Ça, c'est des ressorts pédagogiques. Hein. Je fais semblant de douter pour faire monter le suspense un petit peu. C'est égal à quoi? Bah, c'est égal à θ de x e' fois e y, loi produit. Donc c'est égal, puisque θ est un morphisme, à θ de x' fois θ de EY. Donc c'est égal à ce qu'on avait dit, phi de x fois psi de y. Donc θ est entièrement défini. Θ, j'ai pas le choix. Θ de xy, c'est nécessairement égal à cette formule.
Alors, donc du coup, synthèse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donné un morphisme phi, je me suis donné un morphisme psi, et donc synthèse, soit phi, un morphisme de G vers H, soit psi, un morphisme de G' vers H. On pose θ de G croix G' dans H, qui au couple XY associe phi de X fois psi de Y. On a vu que θ était nécessairement égal à ça, donc j'ai déjà l'unicité du morphisme de factorisation. Hein, vu qu'ici, j'ai une unique formule, d'où l'unicité de θ. θ est nécessairement égal à ça. Donc ici, j'ai bien démontré l'unicité. Il me reste à montrer l'existence, et l'existence, c'est la synthèse. Donc je pose θ, et on a bien ce qu'on voulait. On a bien θ qui est égal à, alors ce n'était pas θ, c'est phi, on a bien phi qui est égal à, d'abord j'injecte I dans G, croix G', et j'applique θ. Et ensuite, j'ai bien psi qui est égal à, j'injecte J dans G', puis j'applique θ. Donc j'ai mon existence. Donc finalement, il semblerait que le produit soit un coproduit. Alors, est-ce que quelqu'un voit ce qui ne marche pas? Ou a une remarque? Remonte un coup, là. Ouais. Tu me dis quand je m'arrête. Ok. Tout ça, ça marchait. Ouais, redescends maintenant. Là, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça semble évident que le couple XY, c'est le produit de X' fois EY. Tu vois, là, Ça, ouais, c'est la définition de la loi produit. La loi produit, c'est la loi coordonnée par coordonnée. d'accord. Parce que ça... Le, voilà. le groupe produit, c'est le produit cartésien. Donc, c'est l'ensemble des couples, première coordonnée dans le premier groupe, deuxième coordonnée dans le deuxième groupe. Et la loi produit, c'est le produit de deux couples. C'est le couple dont les coordonnées sont les produits de chacune des coordonnées. D'accord. Alors, Redescends un peu maintenant. ouais. Hein, synthèse, j'ai pris mes morphismes, j'ai posé θ égale ça, et j'ai bien mes trucs. Donc, je vais vous donner la solution. Déjà, le truc, c'est que quand je fais ça, oui, mais j'aurais aussi pu écrire que c'est EY fois X de prime. Ça marche aussi. Mhm. Et donc, j'aurais obtenu une autre formule. Psi de Y fois phi de X. Mais personne ne m'a dit que phi de X et psi de Y commutaient. Donc déjà, c'est bizarre. Personne t'a dit qu'il ne commettait pas non plus. Voilà, mais si je veux trouver un contre-exemple où ça ne commute pas, je pense que je vais pouvoir y arriver. Ils sont censés commuter pour tout X et pour tout Y. J'ai pris simplement deux morphismes là. Un groupe H quelconque, deux morphismes de G vers G', donc je peux très bien trouver un contre-exemple qui fonctionne. Mhm. Par ailleurs, le gros bug de ma preuve, c'est que je n'ai pas du tout vérifié que θ est un morphisme. J'ai montré que θ était nécessairement
était nécessairement défini par cette formule, mais en fait, il est nécessairement défini par une autre formule aussi, et je n'ai pas vérifié que θ est un morphisme. Et si je fais θ de x1, x2, y1, y2, et que j'applique la formule que j'ai trouvée, qui est fausse, c'est phi de x1, x2 fois psi de y1, y2. Donc, c'est égal à phi de x1, x2, phi de x1, phi de x2, psi de y1, psi de y2, et je suis censé trouver que c'est égal à phi de x1, psi de y1, fois phi de x2, psi de y2. Ça ne marche pas. A priori, il n'y a rien qui me permet de dire que ça me fait comme ça. Donc ici, je pourrais construire un contre-exemple où ça ne marche pas. Il suffit que je trouve deux groupes et un troisième groupe où les images ne commutent pas. Et il suffit, comment je pourrais faire ça? Est-ce que des objets qui ne vont pas commuter? Je trouve deux objets qui ne commutent pas. Non, je ne vais pas. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un morphisme. J'avais dit. Le groupe initial. J'ai pas envie de construire un exemple, mais faites-moi confiance, ça marche. Ok, ou alors exercice. Exercice, c'est bien ça. Exercice. Non, mais c'est pas compliqué. Parce que par exemple, si je trouve deux éléments qui ont le même ordre et qui ne commutent pas, alors j'ai toujours un morphisme. Par exemple, si je prends deux éléments d'ordre 2, c'est pour ça que j'étais en train de chercher, de me dire, mais est-ce que je peux trouver des transpositions qui ne commutent pas? Et à ce moment-là, j'envoie Z sur 2Z sur la première transposition et Z sur 2Z sur la deuxième transposition. Ça, c'est des morphismes qui sont possibles. Et ensuite, ça va pas commuter. Je ne vais pas avoir phi de la première transposition fois psi de la deuxième transposition qui a marché. Ok, donc là, je mets un exercice. Exercice. Trouver un contre-exemple. Un contre-exemple. Alors, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais trouver comme des transpositions qui ne commutent pas? Est-ce que c'est possible, ça? Si je fais 1, 2 et 2, 3, donc je commence d'abord par envoyer 1. 1 est envoyé sur 2. 2 est envoyé sur 3. Et alors je suis en train. Bon, je vais plutôt les composer. Les transpositions, ça sera plus simple plutôt que les multiplier. Donc je commence par agir d'abord à droite. Donc 2 est envoyé sur 3. Et 3 ne bouge pas. Et ensuite, 3 est envoyé sur 1. Et 1 est envoyé sur 2. Donc ça me fait le cycle 2, 3 et 1. Et si je regarde 2, 3 et que je compose ça par 1, 2, 1, ah non, ça a marché. 1, ah non, 1 est envoyé sur 3, c'est bon. 1 est envoyé sur 3, 3 est envoyé sur 2 et 2 est envoyé sur 1. Donc ça me fait le 3 cycle, 1 est envoyé sur 3 et 3 est envoyé sur 2. Donc c'est différent. Donc du coup, je prends Z sur 2Z et je l'envoie vers, ici je suis sur S3. Et ici, j'envoie Z sur 2Z, je l'envoie sur S3. Comment je définis mon morphisme? En envoyant 1 ici sur la permutation 1, 2 et ici
1 sur la permutation de 3. Et ça ne marche pas. Ça ne commute pas, donc je ne peux pas définir le morphisme que j'avais fait. Voilà. Donc ça ne marche pas. Et on n'a pas, du coup... On aurait pu être tenté quand même, hein, de se dire ça a marché. Donc on reprend. On va revenir en arrière. Notre problème, c'est ça. Donc G croix G'. Est-ce que c'est un coproduit? Bah non. Pourtant, j'avais bien mes morphismes d'inclusion là. Et donc, on cherche un groupe. Ici, je vais mettre entre guillemets universel ou minimal. Je vais l'appeler provisoirement, peu importe, je vais l'appeler grand T, muni de deux morphismes de groupe, muni de deux morphismes de groupe, un morphisme I de G vers T, un morphisme J de G' vers T, voilà. Et il est minimal, voilà. La propriété universelle, là, avec les pourtours, etc., c'est un peu inclus dans le minimal. Qu'est-ce que ça veut dire minimal? Ça veut dire que du coup, si j'ai... Donc ça, je l'ai. Et si j'ai un troisième groupe H avec deux morphismes I' et J', bah du coup, ça se factorise de façon unique. Et ici, on avait vu idée. Dans la catégorie des ensembles, c'était les inclusions. Hein, c'était vraiment E s'inclut dans l'union disjointe de E et F. Et F s'inclut dans l'union disjointe de E et F. Donc là, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un groupe T contenant G, contenant G' et minimal pour cette propriété. Minimal pour cette propriété. Et ça s'appelle le groupe libre. Le produit libre. C'est le produit libre. Donc, définition. Construction du... Je sais pas, j'étais à petit combien? Je crois que j'étais à petit 3. Petit 4. Construction du produit libre. Donc, je me fixe G, G' de groupe. Et premièrement, je considère grand M égale l'ensemble des mots composés dans l'alphabet G union G'. Alors, ici, on verra que ce n'est pas tout à fait ça.
IE, M, c'est l'ensemble des G1, G2, etc. GN, des suites comme ça. Pas trop. Où N est un entier supérieur ou égal à 0. S'il y a 0 lettres, c'est que c'est le mot vide. Et où, pour tout i, soit GI est dans G, soit GI est dans G'. M est un monoïde. C'est le monoïde des mots d'un alphabet. M est un monoïde avec la concaténation. M est un monoïde avec la concaténation. Et pourquoi c'est pas exactement G union G'? Parce que pour des questions de théorie des ensembles, on pourrait imaginer que les groupes G et G' sont complètement différents. Par exemple, d'un côté, je vais faire le produit libre de Z sur 5Z, et de l'autre côté, je vais faire le produit libre avec, je sais pas, GLN de R. Deux groupes. J'ai Z sur 6Z et j'ai GLN de R. Mais on pourrait imaginer que pour des questions de théorie des ensembles un peu idiotes, l'élément 4 de Z sur 6Z, ça soit exactement égal ensemblistement à une autre matrice. Alors, ce n'est pas possible puisque un élément de Z sur 6Z, voilà. Mais on pourrait imaginer deux groupes abstraits complètement différents, mais fabriqués avec des fois un petit peu des éléments ensemblistes qui sont les mêmes. Et nous, on veut vraiment dire non, 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 mais ça n'a rien à voir. J'ai les éléments de G. Oui, ensemblistement, tu t'es amusé à prendre le même élément que dans un groupe G'. Très marrant, la bonne blague, etc. Mais nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut vraiment les distinguer. Donc, du coup, ici, c'est plutôt l'union disjointe. On va forcer les éléments à être vraiment distants. Okay. Et donc là, ce n'est pas vraiment appartient à G, ça appartient à la copie de G dans G union G'. Et là, c'est la copie de G' dans G union disjointe G'. Voilà. Donc c'est un monoïde, et ce n'est pas du tout un groupe, parce que c'est que l'inverse d'un mot. Et donc ensuite, on munit M d'une relation d'équivalence. On munit M de la relation d'équivalence engendrée par de la relation d'équivalence engendrée. Je n'ai pas vraiment précisé ce que c'était que l'ensemble des mots. Hein. Ça, c'est les mots. Et la définition d'un mot, bah, c'est juste si X est un alphabet. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Un mot, c'est une suite finie à valeur dans l'ensemble X. Alors, les mots définis sur l'alphabet X, c'est l'union pour n supérieur ou égal à 0 de m puissance n. Avec m puissance 0 qui est égal à un symbole, qui est la suite vide. Pourquoi pas égal à la famille vide ou un truc comme ça. La famille vide. Et donc, je munis M de la relation d'équivalence engendrée par, eh bien, si G
Si G1 et G2 appartiennent à G, le mot à 2 lettres G1, G2 est équivalent au mot à une lettre G1, G2. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des produits formels. Je juxtapose mes éléments, comme si je les écrivais côte à côte, et ensuite je m'autorise des simplifications. Je m'autorise des simplifications lorsque les deux éléments appartiennent au même groupe. Je peux les simplifier éventuellement si je veux. Et de même, si H1 et H2 appartiennent au groupe G', de même. De même, H1, H2 est équivalent à H1, H2. Ici, H1, H2, c'est le mot à 2 lettres, donc ça appartient à l'alphabet puissance l'alphabet au carré. Et le produit sur les monoïdes, c'est la concaténation. Si j'ai deux suites finies, pouf, je les mets côte à côte, ça fait une nouvelle suite finie. Je ne sais pas trop si j'ai besoin de plus rentrer dans les détails, dans la construction du monoïde, des mots au-dessus d'un alphabet, le neutre, les identifications, etc. etc. N'hésitez pas à me demander, je pourrais tout définir plus précisément si vous le souhaitez. Et ça fait un groupe. C'est un groupe. Et donc, je quotiente M par cette relation d'équivalence. M quotienté par la relation d'équivalence est un groupe. Ça fait un gros groupe, non? Ouais, ça fait un gros groupe, ouais. Tout à fait, ouais. Même quand tu as des petits groupes au départ. Oui, clairement. Clairement. Exemple, on va faire le calcul. On va calculer. Alors, donc c'est un groupe. Allez, on va regarder sur un exemple. C'est une bonne idée. C'est un groupe et juste la notation, il est noté G étoile G'. Exemple, je sais pas, on peut regarder par exemple Z sur 2Z étoile Z sur 2Z. Voilà, je fais le produit libre, donc ça s'appelle le produit libre. Produit libre de G avec G'. Et donc, ça, en fait, ça va juste être égal à finalement notons A. Alors, notons A le seul élément non nul du premier Z sur 2Z. Et donc, on a A carré qui est égal à 1. Ici, je vais prendre Z sur 2Z en multiplicatif. IE, le premier Z sur 2Z est égal à G1 et GA. Et notons, et B, pareil, le seul élément, alors là j'ai mis différentes zéros, mais c'est un peu nul. C'est différent de 1. Ouais. Et B, le seul élément non neutre
différent de 1 du second z sur 2z. Et donc, on a b carré qui vaut 1 et le second z sur 2z, c'est égal à l'ensemble 1b. Et donc, qu'est-ce que ça va être ici? Que z sur 2z étoile z sur 2n, ça va être les... dedans, je vais avoir, alors les A, je vais les noter en rouge, je vais avoir A, AB. Ça, c'est un élément qui est dedans. J'ai aussi A, B, A. J'ai aussi A. Ah non, c'est l'autre couleur. J'ai aussi A. Je mettrai les virgules après. Donc, je vais mettre plein de A partout. Comme ça, je ferai un petit peu ce que je veux. Ah, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai comme élément? J'ai A, j'ai B, j'ai BA, j'ai A, B, A, BA, j'ai B, A, BA, etc., etc. J'ai A, B, A, B, A. Tu as déjà fait celui-là. Je rajoute B. Voilà. Et j'ai BA, j'ai Baba, 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 etc., etc. Et sur un exemple simple comme ça, enfin, je vais peut-être dire une énorme ânerie, mais on sent quand même bien que déjà c'est un gros groupe, mais surtout, on va pas en trouver des finis, quoi. Des groupes libres, tu veux dire que Des produits de deux un groupes, produit libre est jamais fini. Ouais, je pense que tu as raison, effectivement, que c'est jamais fini, sauf si l'un des deux groupes est nul. Position. Je pense que tu as... Si G est différent de EG et G' est différent de EG', ça implique que le groupe libre est infini. Ouais. c'est intéressant parce que si on revient sur, tu sais, au tout début, quand tu disais, tiens, je vais faire un produit standard, et puis finalement, ça ne marche pas. Ouais. Mais là, tu as résolu le problème à un prix qui te donne un groupe qui est gros, quoi. Tu vois? Ouais, tout à fait. Ouais. Tu perds tout de suite la notion de finitude qui est quand même, pour les groupes, qui est quand même un intérêt central. Ouais. Et tout de suite, pouf, c'est fini, quoi. Tu sors de là. C'est cher à payer. Ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant du coup parce que ça... Alors, ça ne prouve pas forcément que la catégorie des groupes finis n'admet pas de coproduits. Mais à mon avis, on peut le démontrer. Si, j'ai déjà démontré que la catégorie... Ah non, je n'ai pas démontré. À mon avis, la catégorie des groupes finis n'admet pas les coproduits. Donc, alors, elle admet les produits déjà, donc c'est déjà pas mal. Hein, mais elle n'admet pas les coproduits. Je vais devoir me sauver dans quelques minutes. Ouais, en fait, je vais juste terminer en disant que c'est une construction qui est très similaire à ce qu'on a fait avec le produit tensoriel. Puisque le produit tensoriel, je dis, j'ai deux anneaux et je veux forcer des produits à exister. Et je les prends les plus abstraits possibles. Et là, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris deux groupes et j'ai dit, je veux forcer le produit de deux éléments à exister. Et j'ai fait des produits formels et je mets juste les simplifications minimales qui sont possibles, que si mes deux éléments sont côte à côte, appartiennent au même groupe, ils se simplifient comme on imagine qu'ils se simplifient. Voilà. Et donc,
pour terminer, hein, conclusion, c'est que G étoile G', c'est muni de deux morphismes, est un coproduit. Je ne l'ai pas démontré. Est un coproduit de G et G'. Et on pourra regarder la semaine prochaine comment ça se démontre. On n'a pas démontré non plus que le produit tensoriel était un coproduit. L'idée est là, mais on n'a pas encore fait les calculs. Voilà, ça termine le cours. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? N'hésitez pas. Eric, il faut que tu partes à 16h. Ouais, je vais devoir y aller. J'ai pas beaucoup de temps. Il va falloir que j'y aille. Question, non, super claire. Remarque très intéressante. C'est intéressant de voir ce qui nous manque finalement avec le produit cartésien. Ce qui est sympa, c'est de voir que le produit, c'était un peu barbant. C'était toujours la même chose. Produit d'ensemble, produit de groupe, produit d'anneau, produit d'espace vectoriel. C'était toujours le même truc. Et coproduit, on n'a plus du tout la même structure, mais on essaie d'avoir un petit peu la même idée, d'avoir un objet minimal qui contient les deux. Et c'est une idée que je vais amener petit à petit, essayer de comprendre s'il n'y a pas finalement une tendance philosophique sur le produit et une tendance philosophique sur le coproduit. Et alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais je vais peut-être prendre comme guide un petit peu sur cette exploration de la théorie des catégories que le produit, c'est carré, c'est toujours la même chose. Le coproduit, c'est plus mystérieux, il y a plus de richesse. Et l'idée, c'est essayer d'amener un petit peu des réflexes et des intuitions derrière ces éléments pour arriver à tout de suite sentir si on est dans le monde des flèches qui vont dans un sens ou si on est dans le monde des flèches qui vont dans le sens. Parce que là, on a juste changé les flèches de sens et on arrive à des objets, des richesses, d'éléments qui sont très différents. Donc, il va y avoir un petit peu l'idée, peut-être, c'est pas politiquement correct, que le produit, c'est un peu le côté un peu masculin, on va dire, terre à terre, carré, et le coproduit, c'est un peu plus peut-être féminin, mystérieux, créatif, etc. Voilà, c'est une pente très très dangereuse. Ouais, très glissante. Très très glissant là. Voilà. C'est là qu'il faut arrêter le recording, Colas. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ceux qui ont, voilà, on verra, ouais, on verra ce qu'on en fait. Ouais, on en reparlera peut-être. On en reparlera off the mic. All right. Bon, super, Merci à vous. À bientôt. Merci à toi, Colas. C'était super, Merci. comme d'habitude. Cool. Merci, Miguel. Merci aux gens qui regardent le cours sur Internet. Voilà. Et merci aux couvreurs qui n'ont pas trop donné de coups de marteau. Ouais, merci les couvreurs. Ouais. Allez, Salut. à bientôt. Ouais, Salut. merci.